quand vous avez l'occasion, il faut pouvoir aider les volontaires. On vous donne un joli exemple ici. On est à l'hôpital de Chifa, mais il faut savoir qu'on meurt à Gaza entre les bombardements. Il est rare qu'il n'y ait pas des blessés, des morts qui arrivent sur l'hôpital. Donc l'hôpital est en tension et c'est terrifiant, et pour le personnel soignant et pour les gens qui y arrivent. Or, dans tout l'hôpital, il y avait une psychologue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa page Facebook et elle a dit « Moi, j'ai besoin de gens diplômés, de psychologues diplômés, prêts à travailler gratuitement. » Elle a reçu 100 réponses. Elle ne pouvait pas organiser une équipe aussi grande, donc elle a fait un examen, écrit et oral. Donc les gens que vous voyez là, ils ont accepté de se faire sélectionner par examen pour avoir le droit de, en payant leur uniforme et en payant leur transport, c'est-à-dire en venant à pied, travailler gratuitement pour permettre à ce que, et pour le personnel soignant, et pour les malades qui arrivent, il y ait une véritable aide psychologique. Il y avait une très forte demande dans le village de Houza, au sud-est de la bande de Gaza, un village agricole où il y a de l'eau, mais à 150 mètres de fond, qui est bonne. Partout ailleurs, l'eau est salée. Mais pour sortir cette eau, il faut de l'électricité. On a réussi à collecter 21 700 € qu'on a envoyés là-bas. Le château d'eau fait 17 mètres de haut, 107 000 litres. Il a été rempli 600 fois depuis qu'il a été inauguré le 22 décembre 2016. Il y a écrit en énorme en haut, JFP, Union Juive Française pour la Paix. Les soldats israéliens sont à côté, ils peuvent le voir. Et on a montré qu'on peut aider efficacement la population à vivre de son travail et à pouvoir nourrir la bande de Gaza. Et enfin, on voudrait terminer par un appel le plus vibrant possible au boycott des investissements sanctions. Dans ce XXe siècle qui n'a pas été ce que je suis né en 1950, ce que l'on pouvait en croire et en espérer, il y a quand même une image lumineuse, c'est qu'on est venu à bout de l'apartheid en Afrique du Sud. Et on est venu à bout en particulier grâce à une arme dont la population du monde s'est emparée et qui a été le boycott. Alors le boycott pour l'Afrique du Sud, ça a été bien sûr, probablement les gens de ma génération qui sont ici s'en souviennent, et même peut-être certains plus jeunes, celui des oranges, mais ce qui a vraiment fait que le gouvernement blanc raciste d'Afrique du Sud n'a plus pu continuer, a dû déposer, a dû composer, c'est que après plus de 20 ans de lutte, après plus de 20 ans de lutte, eh bien l'Afrique du Sud s'est fait exclure des Jeux Olympiques. Et ça a été un traumatisme pour l'Afrique du Sud, et les Blancs ont dû faire machine arrière et accepter ce que disait Mandela, c'est-à-dire l'Afrique du Sud est une indivisible, un homme égale une voix. J'ai oublié le troisième. Et l'apartheid est un crime. Et l'apartheid est un crime. Alors d'ailleurs, de surcroît, il y a un comité de soutien pour ce Salah Hamouri, qui va, il faut le reconnaître bien évidemment, de l'UMP au NPA. Donc c'est pas une histoire politique, c'est un pays où apparemment on répond aux Français, c'est notre affaire. C'est pas parce que le camp d'en face, entre guillemets, fait mal son boulot que nous, on doit être comme eux. Et en fait, ça, en fait, ils n'ont pas compris. Et c'est plus efficace d'avoir quelqu'un en face. Et puis, il faut être honnête quand tu fais ton boulot. Et en plus, le pire, t'as pas besoin de mentir. En plus, là en fait, on le voit bien, le deux poids, deux mesures. Mais dans la tête des militants, faut pas donner la parole à l'autre. Voilà. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on rame depuis des années aussi. Donc pour répondre à ta question, 3 mois de galère quand même, parce qu'il se méfiait, parce qu'il me connaissait de nom, comme toi il peut te connaître, Pierre aussi. C'est non, et donc je l'ai eu un peu, ça reste un homme, ça reste un être humain, donc je l'ai eu un peu le type, je lui ai dit, qu'il y soit ou pas, moi je vais parler de lui et tout ça, donc je lui ai dit, voilà, moi ce que je lui ai promis c'est que j'allais pas trahir ses propos, voilà. Et donc, je suis allé dans son bureau, donc il est pédiatre à Paris, lui. Je suis allé dans son bureau, je suis resté 3 heures dans son bureau, donc ce qu'on nous a appris à l'école de journalisme, donc ne vous faites jamais interviewer par un journaliste, parce que c'est quand même un peu vicelard. Donc j'ai commencé à lui poser des questions plutôt cool, comment il allait, comment c'était, alors le
CRIF, il avait été créé où et tout ça, quoi. Donc pendant 1 heure, on a parlé de la pluie et du beau temps. Et puis là, après, je lui ai posé les vraies questions à un moment où il s'y attendait un peu le moins. Enfin, pour ça que je vous donne, vraiment, ne répondez jamais à des journalistes, sauf si vous êtes rompu à l'exercice. Parce que, non, c'est vrai qu'ils peuvent vous... Non, mais moi, je vous le dis honnêtement. Donc voilà, donc il a répondu, et il était vénère, quoi. Parce que j'ai quand même ce don, j'arrive à bien énerver les gens quand j'ai envie. Et donc c'est ça, je voulais qu'il soit vénère un peu, quoi. Et là, on le voit bien, énervé, quand je commence à lui parler de Khalid, quand je commence à lui parler de Salah Hamouri, quoi. Et donc à la fin, il m'a dit oh, c'est bon, là j'ai des trucs à faire. Mais quand même, je suis resté 3 heures dans son bureau pour avoir quelques minutes de lui, quoi. Et c'est vrai que sans lui, le film n'aurait pas été pareil, quoi. Sans lui, il aurait manqué quelque chose. Et même moi, j'étais prêt à avoir Sarkozy, qui n'a pas voulu me répondre. Kouchner, qui m'a... Alors, c'est pas lui qui m'a envoyé bouler, mais c'est sa numéro 2. Bien sûr, j'ai gardé tous les enregistrements, pour pas qu'on prenne pour un mytho. L'attaché, donc la numéro 2 de Kouchner, elle m'a carrément... elle m'a dit, il veut pas parler, il veut pas répondre. Elle m'a envoyé bouler. Je lui ai dit, cool, c'est bon, prends tes cachets. Hein. Je lui ai dit, cool. Hein. Et Alain Juppé, son bras droit, il a été plutôt poli, donc ça s'est fait par mail. Donc il m'a dit qu'il ne souhaitait pas du tout répondre à ces questions. Et Sarkozy, c'était la même chose, il ne voulait pas répondre. Ce qui est marrant, parce que quand je travaillais à France 3, moi je pouvais les avoir en 30 secondes, ces mecs. Donc c'est là que tu sentais qu'il y avait de l'embarras et de la gêne. Avant-hier, la France, pour la première fois, elle a espéré la libération de Salah Hamouri. C'est pas demander, mais c'est presque quand même. Parce qu'en langage diplomatique, ça veut dire demander quand même. Et ils ont dénoncé la détention administrative, chose qu'ils n'avaient jamais fait avant. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Sauf, bien sûr, tout à l'heure, donc Habib Meyer, il était plutôt vénère. Donc il y a eu un échange houleux entre lui, enfin houleux entre guillemets entre lui et le ministre des Affaires étrangères, qui lui a dit « J'assume notre communiqué. Par contre, je crois que la vidéo, elle est sur le mur de Liberté pour Salah Hamouri, où on voit le secrétaire d'État, là, qui s'appelle Lemoine, je crois. On le voit chier dans son froc. Vraiment, honnêtement, attends, le mec, il a peur d'Habib Meyer. Alors, il faut voir la scène, hein. C'est trop drôle, quoi. Il y a un moment, Habib Meyer, il traite Salah de terroriste, et l'autre, Lemoine, il est en pleine panique. Il lui dit non, mais nous, on lui apporte que la protection consulaire, quoi, en gros, quoi. Donc tu sens qu'ils ont peur, quoi. Donc si donc il a peur d'Habib Meyer, tu imagines de Benjamin Netanyahu. Voilà. On a vu que pour sa deuxième détention, les choses avancent un peu plus vite quand même. La France, là, qui a demandé sa libération au bout de 2 mois quand même. Donc, pour répondre à votre question, il ne faut pas lâcher la pression. Même un partage sur Facebook, hein, sur Twitter, parler de lui. Moi, j'essaie de faire plein de papiers, plein d'articles, tout ce qui se passe. En parler autour de soi, venir ici là, faire des projets, en parler, quoi. Faut pas lâcher la pression. Mais nous, c'est ça, c'est en fait aussi, moi j'ai fait un passage à TV5 Monde, j'avais un t-shirt, voilà, libérer Salah Hamouri, quoi. Donc il faut qu'on le fasse exister, parce que si c'est pas nous, faut pas compter sur les autres. Là, il y a un appel qui est là en train d'être fait. On essaye d'avoir 1000 élus qui appelle à la libération de Salah Hamouri. Là, je crois qu'on est à 700 élus, c'est pas mal quand même. Tu as des sénateurs, tu as des députés, c'est quand même plutôt pas mal. Tu as des artistes internationaux aussi. Ça commence à bouger, ouais, Ken Loach, voilà, ça commence à bouger. En plus, là, je trouve que c'est encore plus facile, puisqu'il n'y a aucune charge contre lui. C'est la détention administrative. C'était ce qu'utilisait l'Afrique du Sud pendant l'apartheid, donc c'est un truc carrément fait opaque, quoi. Moi, demain, je peux t'arrêter, quoi. Donc, ça commence à se voir, quand même. Alors que la première fois, il l'accusait d'avoir voulu tuer un rabbin et tout ça. Là, c'est vraiment... le mec, il est devenu... Le mec, 3 jours après, devenu avocat, les mecs, ils se pointent chez lui, quoi. Là, donc, ça a l'air gros. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours en parler, changer sa photo de profil sur Facebook. Ça, j'en ai pas vu beaucoup le faire, quand même. Ça serait même de le faire. Faut vraiment que ça devienne viral sur Twitter. Et il y a aussi un truc qu'on essaie de faire maintenant, c'est qu'on a une veille. Quand il y a un ministre, là, la semaine dernière, c'était le ministre de la Justice qui était sur France Inter.
Et comme on le voit dans le film, là, quand il y a un mec qui l'interpelle, ça aussi il faut le faire. Quand il y a un ministre des Affaires étrangères, un ministre de la Justice, le bombarder, quoi. Les bombarder, quoi. Faut qu'on les harcèle, parce que plus ils vont voir qu'il y a du monde derrière, c'est des rapports de force de la politique. Hein. Vous savez ce que c'est, ceux qui en font, c'est vraiment que ça, quoi. Donc plus il y en aura, et plus après... Apparemment, donc là, je crois que c'est le 18 mars, il est censé sortir, puisque ça fera 6 mois, parce qu'il a été placé en détention administrative le 18 septembre. En fait, il a été arrêté le 23 août, mais il a été placé en détention administrative le 18 septembre, donc 6 mois, ça fait le 18 mars. A priori, ça sent pas super bon, parce que c'est très rare que les mecs se prennent une peine. A priori, la moyenne, moi j'ai un peu regardé, hein, la moyenne de détention quand tu es placé en détention administrative, c'est 1 an et demi, 2 ans. Voilà, 2 ans et demi, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Le but, vous savez tous ce que c'est, hein, c'est que lui parte surtout. C'est que lui parte. Et là, ça va être ça le deal. Peut-être qu'au bout de 6 mois, ils vont lui dire regarde, et puis moi je me rappelle, c'était Elsa qui m'avait dit ça. Ils lui ont dit plusieurs fois. Salah, mais qu'est-ce que tu fous en Palestine? T'as le passeport français, barre-toi. En France, t'auras la couverture sociale, tu en fait seras près de ta famille, tu seras près de ta femme, tu seras près de ton fils, quoi. Tu vois, il y a le chantage. Mais bon, Salah, c'est un warrior, hein, c'est pas le petit militant de base, hein, Salah. C'est un nana, derrière, hein, il a été, tu vois, fait de rock. Et donc, dans lui, il n'y a pas de souci, quoi. Lui, il veut vivre là-bas. Quitte à faire des allers-retours, quoi. Mais est-ce qu'ils n'auront pas l'usure, quoi? Passer toute sa vie 3 ans de prison, et donc, tu vois, donc ils les ont eu, quoi. Et c'est là que c'est des trucs qui font mal au cœur, quoi. Parce que tu te mets à la place de... enfin, là, c'est vrai qu'elle n'est pas venue, elle donne cette apparence d'être forte, Elsa, mais quand elle est chez elle le soir. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est aussi qu'on témoigne à... Enfin voilà, qu'on aussi témoigne à Elsa notre amour, et qu'on la soutienne, donc même lui envoyer un petit message des fois de temps en temps en message privé. Voilà, tu vois, voilà, enfin voilà, j'espère que ça va. Moi, Elsa, je l'appelle 3 fois par jour. Comme ça, j'espère que ça va. Je lui raconte des conneries des fois juste pour la faire rire, parce qu'elle doit y penser, hein, faut pas croire. Même si quand tu la vois, elle est toujours forte. Donc voilà, lui envoyer des petits messages et puis écrire à Salah aussi. Même si les lettres elles n'arrivent pas. Les autorités pénitentiaires, quand ils voient 50 000 lettres à arriver de Salah, ils disent putain, ils vont nous faire chier. Combien de temps encore? Donc voilà ce qu'on peut faire. C'est le minimum en tout cas. J'ai vu un super film exceptionnel qui s'appelle Derrière les fronts. Il a même gagné un prix. Ouais, il a même gagné un prix lundi dernier là, dans un festival en Palestine. Son film, il est génial. Il dure 113 minutes. Exactement, j'ai écrit un petit papier là. Le film, il est super, et ça sort dans les salles le 8 novembre, donc il faudra aller le voir aussi, il faudra faire du bruit, parce que si nous, on ne le booste pas, ce film, je crois qu'il sort dans une dizaine de salles. C'est un documentaire, moi, perso, j'ai jamais vu ça. On a suivi cette psychothérapeute pendant vachement longtemps, et qui nous parle des ravages de l'occupation sur toute la population palestinienne. Les ravages psychologique, et c'est exceptionnellement, c'est vraiment bien fait, et ça vraiment comprend, parce que c'est un thème qu'on a du mal à parler. Quand il y a des morts, on arrive à faire plein d'articles, quand il y a des bombes sur Gaza, on en parle, mais de parler de la vie tous les jours là-bas, donc ça c'est dur. Et ce qui est bien avec ce film, c'est que ça parle vraiment de ça. Ça me parle comment depuis 1967 qui vivent sous occupation, comment ça leur a... Comment ils sont le fruit de cette occupation. Le seul média qu'on n'a pas réussi encore à perforer, c'est la télé. C'est le média de masse, même si maintenant les gens se renseignent plutôt sur le net et tout ça. Mais la télé, c'est pas eu... Alors, il y a eu un seul sujet qui a été fait par des anciens collègues à moi, qu'on a harcelé quand même pendant vachement de temps. Ça a été sur France 3 à Paris, Île-de-France, donc c'est local. Parce que comme Elsa vit en Île-de-France, donc ils ont réussi à faire un truc. Mais ça n'a pas du tout été repris au national, donc il y a eu 0 chaîne nationale. Et ça, on a du mal, ça, on n'y arrive pas encore. Pas comme dans le film. J'avais vu, France 2 n'aurait jamais rien fait s'il n'y avait pas eu François
Cluzet. Donc ça, faut être... si François Cluzet n'interpelle pas, personne. Donc ce qu'il faut, c'est en fait aussi ce qu'on essaie de faire depuis quelques temps là, c'est d'essayer de convaincre des personnalités, quoi. Mais bon, vous savez ce que c'est, les personnalités et la Palestine sont au bord de l'AVC. J'ai travaillé à France 3 pendant 6 ans, donc voilà, je commence à connaître. Pour faire un sujet télé, on se base toujours sur... alors, c'est très rare qu'on fasse des sujets télé comme ça. On fait des sujets télé à partir d'un article de presse, à partir d'un sujet radio. Ça se passe toujours comme ça. Chaque matin, on a une conférence de rédaction à 9h, donc on est tous là, et on parle tous des sujets. Et t'as des tonnes d'articles de journaux. T'as 50 Parisiens, t'as Le Figaro, t'as plus l'Humanité, c'est fini. Donc ça y est, en fait, il n'existe plus dans les salles de rédac. T'as Le Figaro, tu as Libé, tout ça, et à chaque fois qu'il y a un article, ça peut donner suite à... S'il y a d'autres confrères qui en ont parlé, ça rassure. Comme ça, ils se disent, ben, nous, en fait, on n'est pas les seuls. Et là, il y a eu des articles dans le monde, il y a eu des articles, sauf que ça a été que sur le web, en fait. C'est peut-être pour ça que le bas blesse un peu. Il y a eu des articles dans le Parisien, il y a eu des articles dans Libé, il y a eu des articles dans l'Express, Le Point. On a eu tous les médias en presse écrite, on les a tous eus. Et pourtant, pas de télé encore. Parce qu'il faut bien que les Red Chefs, ils sont tétanisés. Moi, quand je travaillais à France 3, on avait 2 monteuses qui remontaient les sujets quand c'était des sujets palestiniens, quoi. Mais c'est... Enfin, vraiment, je lui dis, hein, c'est vrai. Ils sont complètement malades. Et c'est en fait ce qui manque pour faire connaître au grand public, parce que demain, vous allez dans la rue et vous demandez est-ce que vous connaissez Salah Hamouri? Personne ne connaît, quoi. On n'a pas réussi encore à transpercer le plafond de verre, comme on dit. Qui est la télé, comme tu dis souvent, c'est ça, c'est la télé. Quand il y a plan durci 2008-2009, Israël interdit à la presse internationale d'y aller. Ne sont à Gaza que Pierre Barbancé de l'UMA et Al Jazeera. Et à Ashkelon, il y a, donc côté israélien, il y a une butte qui est sur tous les dépliants touristiques d'où on voit Gaza. Et donc là, ils avaient amené les journalistes pour regarder Gaza. C'est vrai qu'en 2014, ça a un peu changé. Et même je trouve que, pour aller dans ton sens, la couverture de 2014, c'était pas du tout la même que 2008. Hein. Celle de 2014, elle était très très bien. Donc ils étaient sur place, ils ont montré des choses qu'ils n'avaient jamais montrées. Parce qu'ils étaient là, ils étaient en face. Et quand il y a des mômes qui se font tirer dessus sur la plage, même si tu es neutre, tu le vois, quoi. Parce que le souci quand tu travailles pour les grands médias, tu pars déjà avec une sorte de neutralité dans ta tête. Moi, quand je travaillais avec des types à France 3, ils me disaient, voilà, Nadir, il y a des torts des deux côtés. Donc moi, j'essayais de leur dire, est-ce qu'en Afrique du Sud, quand il y avait les Blancs et les Noirs, est-ce qu'on mettait les Blancs et les Noirs sur le même plan d'égalité? Est-ce que quand quand il y a une femme qui se fait frapper par son mari, est-ce qu'on donne 30 secondes à la femme et 30 secondes au mari? Ça, on ne fait pas ça. Voilà. Et donc, ce certain équilibre qu'ils essaient de faire, c'est carrément débile. Il n'y a pas de semblable au colon israélien juif. Un colon israélien juif, il n'y a pas de colon palestinien arabe. Quoi. Ça n'existe pas. Et pourtant, quand pour France 3, tu fais un sujet sur les colons israéliens juifs, tu as ton chef qui va te demander, pour équilibrer le sujet, est-ce que tu peux nous trouver... Il faut que tu donnes la parole à des juifs israéliens. Alors que le type, tu lui dis, mais je fais un sujet sur les colons. Les colons, c'est à part. Ouais, tu vois, c'est un truc à part. Et ben ça, ils ont encore du mal. Tu vois, le truc, c'est l'équilibre. Parce que ça fait 70 ans qu'on dit qu'il y a des torts des deux côtés, que c'est un truc sans fin, que c'est les Palestiniens et les Juifs israéliens qui ne veulent pas faire la paix, et que c'est pour ça. Et tu vois, c'est en fait ça qui est dur, c'est ça qui est difficile pour vous, non, parce que voilà, je pense qu'il y a des gens qui y sont allés. Voilà, c'est vrai, vous connaissez le sujet, mais pour une personne lambda, il est persuadé qu'il y a des torts des deux côtés, et donc il n'arrive pas à voir que c'est un peuple qui vit sous occupation. Ça, pour eux, c'est un truc qui passe. Et il n'y a que quand tu vas sur place que tu t'en rends compte du truc. Le mur et tout ça, quoi. Alors merci les organisatrices et les participants à ce débat qui était fort intéressant, et notamment, moi j'ai beaucoup apprécié
l'explicatif et le pédagogique de votre intervention de l'UJFP. Franchement, félicitations. Simplement vous dire que pour ce qui est de la ville de Grigny, le maire repartira dans les territoires occupés au mois de novembre, dans le cadre d'une délégation qui regroupe une cinquantaine de maires de France, et que se discute d'une manière assez avancée maintenant le principe d'un jumelage entre la ville de Grigny et un camp de réfugiés à proximité d'Hébron. Je n'ai pas le nom du camp, mais... pardon ? Non, c'est pas ce nom-là. Mais donc, c'est pas ce, mais peu importe, enfin, on aura l'information. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous parce que pour Grigny, le principe d'un jumelage, c'est souvent lié à des questions aussi financières, dans le sens où pour nous, se jumeler avec une ville ou avec un camp, c'est pouvoir lui apporter une aide matérielle. C'est pas juste mettre son drapeau à côté de l'entrée de la ville, quoi. Donc ça, c'est un élément d'avancée voilà, c'est une annonce en tout cas qui est en cours et qui se fera certainement au retour de cette délégation du mois de novembre. Merci. Mademoiselle, comment allez-vous? Très bien. Ça va? Nickel. Dites-nous un petit peu ce qui s'est passé ce soir. Alors ce soir, on a reçu Pierre Stamboul et Sarah Katz de l'UJFP et Nadir Dandoun pour un débat, conférence autour de la Palestine, sur Gaza de manière un peu générale et sur l'histoire de la Palestine et sur la situation de Salah Hamouri qui est emprisonné depuis la fin de l'été, emprisonné pour une seconde fois dans les geôles israéliennes. Après avoir déjà passé 7 ans en prison arbitrairement pour un crime qu'il n'a jamais commis. Donc là, il est en détention administrative. Donc à savoir que c'est légal. Enfin, ça veut dire concrètement qu'il est en détention que pour le rien, gouvernement israélien fait ce qu'il veut et n'a pas à se justifier du fait de l'avoir emprisonné. Et on trouvait ça important, cette initiative citoyenne, parce que nous ne sommes pas une association, nous sommes des citoyens, d'organiser justement cet événement pour peut-être sensibiliser un petit peu, informer au plus large public possible. Alors, il faut préciser que Salah Hamouri est franco-palestinien, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, on demande aussi au gouvernement français d'intervenir et de prendre position par rapport à cette détention arbitraire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, les intervenants qu'il y avait aujourd'hui, nous les décrire un petit peu et dire qui était là? Alors, Sarah Katz et Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la paix connaissent bien la Palestine pour y être allés à maintes reprises. Leur dernier voyage, c'était mai-juin 2016 à Gaza, sachant que Sarah a, elle, vécu 1 an et demi à Gaza, donc elle a vraiment été au cœur du sujet, donc ils connaissent particulièrement bien le sujet, le conflit, l'histoire de la Palestine. Et puis Nadir Dandoun qui était là, donc Nadir qui est journaliste, réalisateur, écrivain aussi, voilà, et qui connaît bien l'affaire Salah Hamouri, qui connaît d'ailleurs Salah et son épouse Elsa Lefort personnellement, qui avait qui avait fait un documentaire, donc on a pu voir ce soir, sur le traitement médiatique de l'affaire Salah Hamouri, donc lors de sa première incarcération. Et donc du coup le sujet est revenu d'actualité suite à la seconde incarcération de Salah, qui est toujours emprisonné depuis la fin août. Jusqu'au 18 mars minimum. Minimum, ouais. Puisqu'il aura fait 6 mois de détention administrative. Est-ce que vous pouvez un petit peu me parler de votre entité? Parce qu'en vérité, c'est la question première que j'aurais dû vous poser. Quelle est votre entité et voilà. L'entité, c'est nous. Voilà, c'est ça, nous. c'est vous. C'est nous, c'est le collectif citoyen. Je pense que chaque personne a envie plus ou moins de s'investir dans une cause qui lui est chère. Nous, notre cause, c'est la justice. Peu importe où, pour qui, dès qu'on trouverait une situation injuste, donc le conflit israélo-palestinien, entre autres. C'est une guerre de colonisation, voilà. Et Pierre l'a dit à très juste titre au début de son intervention, c'est une cause qui touche tout le monde. C'est pas un conflit religieux, donc il n'y a pas que les musulmans qui doivent se mobiliser, mais c'est un conflit colonial. Et voilà, c'est un conflit. Tout humaniste en fait doit prendre position sur le conflit. Et le film de M. Nadir Dandoun. Dandoun. Bon, j'ai dit en mode carry, Nadir Dandoun. Quelque part, enfin, pas quelque part. En parlant du thème de Salah Hamouri, il parle clairement de la différence de traitement médiatique qu'il y a entre
les colons palestiniens les colons israéliens et les Palestiniens. Ça a été dit à très juste titre dans son documentaire. L'État français a une espèce de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, alors peut-être moindre que l'Allemagne, mais une culpabilité quand même par rapport à la déportation et à la Shoah. Et du coup, ils ont beaucoup de mal à exprimer des critiques, ne serait-ce qu'à critiquer l'État d'Israël. Donc, ils sont très très frileux. Alors soit ils prennent pas du tout position. Après il y a des vraies brimades aussi. Enfin, on sait que le peu de fois où le conflit israélo-palestinien a été abordé et que c'est plus du côté palestinien pour le coup, c'est vite taxé d'antisémitisme. Voilà, le problème c'est le jeu l'accusation en fait, c'est de lier l'antisionisme à l'antisémitisme, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait très clairement Macron, en disant que l'antisionisme c'était l'antisémitisme. Or c'est pas vrai. Et le fait d'avoir invité ce soir Pierre Stamboul et Sarah Katz, qui sont juifs, donc de l'Union juive française pour la paix, démontre bien que l'antisionisme n'est pas l'antisémitisme. D'où vient tout ce militantisme qu'il y a en vous là, cet esprit de guérir là, je sais pas, je crois que c'est inné, je sais pas, je pense que c'est génétique en fait. Nos origines aussi. On est cousines, donc ça voilà. Ça doit on est élevés comme ça, on est des guerrières, imazirènes, comme on dirait. Certains comprendront. Quelle est la suite des événements? La suite, on veut vraiment rester dans cette lignée anticoloniale. Donc on avait pensé aborder le sujet France Fanon, pour être honnête. On n'a pas encore déterminé quelle sera la suite. Il y aura une suite, parce que de toute façon c'est une cause qui est malheureusement pas près de gagner pour le moment, donc c'est quelque chose qu'on doit défendre de manière récurrente. Mais on ne veut pas non plus rester ciblé sur un seul problème, parce qu'il y a énormément de problèmes. Il y a énormément d'injustices partout dans le monde, notamment en Birmanie, en Afrique également, dans certains pays, on le sait très bien. Et sans aller aussi loin, on a les Antilles. Exactement. Voilà. Donc on aimerait pouvoir toucher tous ces sujets-là. Maintenant, le colonialisme, le racisme, la discrimination, enfin tout ce qui peut... Quelle qu'elle soit. Le problème des banlieues aussi, le traitement médiatique qu'il y a par rapport aux banlieues, voilà. Vous n'avez pas peur de prendre des bâtons dans les roues, ou même carrément des arbres dans les roues, carrément, en traitant des sujets aussi brûlants et aussi sensibles que ceux-là? Parce qu'il était sensible, le sujet que vous avez traité aujourd'hui. C'était très sensible. Oui, mais alors après, se dire je ne dis rien parce que j'ai peur d'eux ou parce que mes ambitions personnelles... Qui ne dit pas qu'on sent. Voilà, qui ne dit pas qu'on sent, et à un moment donné, il faut pouvoir se regarder dans une glace et voilà, dire ouais, je suis un tech, quoi. Donc ne pas prendre position sur des sujets en disant oui, mais bon, professionnellement parlant ou quoi que ce soit, ça va... Ou c'est pas notre problème, parce que ça se passe pas chez nous, comme on peut l'entendre assez souvent. Je remplacerai le terme bâton dans les roues ou arbre dans les roues par se faire griller, parce qu'il y a beaucoup de personnes n'osent pas prendre position sur ces sujets-là pour ne pas se faire griller dans certains domaines professionnels et autres. C'est un risque, mais après... une fois de plus, on ne peut pas ne pas prendre position, quoi. Qui ne dit mot consent, et puis en fait on se rend complice, le silence est complice. Donc ne rien dire, c'est comme non-insistance à personne en danger en fait. Tu vois un truc qui se passe, c'est pas juste, c'est pas humain, tu dis ouais mais tu peux pas faire ça. À un moment donné, c'est face à toi, tu peux pas te dire en connaissant la situation, on peut se dire on va rien dire, on va attendre que les autres le fassent pour nous. C'est absolument pas notre mentalité, on est plutôt du genre à en parler d'abord, se renseigner déjà. C'est la première chose, et en parler d'abord. Voilà, après, ça plaît pas, c'est la même chose. Toutes les deux, on a quand même bon travail aussi. Et dans des domaines assez... donc, effectivement, on pourrait se faire griller facilement, mais on assume, et j'assumerai jusqu'au bout. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'on est dans le milieu. Maintenant, on veut pas briller, c'est vraiment la cause. C'est pour ça que certes, on organise l'événement, mais on n'a pas vendu notre image, on ne s'est pas montré. C'est une cause avant tout. Voilà, c'est pour la cause. Et je pense que ce qui est super important aussi, on en a déjà parlé, c'est de fédérer. Il y a plein d'initiatives. Donc ce soir, c'est à Grigny, mais ça peut être à Sarcelles, ça peut être un peu partout. Il y a plein d'initiatives superbes en banlieue. Je parle de l'Île-de-France parce que c'est ce que je connais. Il faut fédérer. Il faut fédérer parce qu'en fait, on est nombreux. Et on s'invente une peur, en fait, alors qu'on est les plus nombreux. C'est ça. Sauf que quand tu récupères les gens qui sont indifférents ou ceux qui ne veulent pas se griller, voilà.
Donc fédérer, c'est le mot d'ordre, c'est fédérer. Donc nous, on n'a pas peur, en fait, pour répondre à ta question. Et la peur n'évite pas le danger en plus. J'allais vous dire le mot de la fin, mais je crois que vous l'avez déjà dit, le mot de la fin. Ouais, c'est ça, c'est fédérer. Mesdames les cousines, je vous remercie. Merci à toi. Et merci à Grigny. À la prochaine. Ciao. Bye.